Et je veux dire un grand welcome et bienvenue à Stéphane Doyon et Elisabeth Ledger qui vont modérer cette session. Bienvenue à vous deux. Merci Claudia, bonjour tout le monde. Donc nous avons l'honneur de modérer la session sur la nutrition. Je suis Stéphane Doyon, je travaille aux opérations de MSF, notamment sur les questions d'accès aux produits de santé. La nutrition et surtout la dénutrition, c'est un sujet qui est assez important au niveau des opérations, parce que malheureusement on en fait beaucoup, on est amené à traiter beaucoup d'enfants sur les différentes crises auxquelles on répond. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits derrière les 20 dernières années. Il y a 20 ans, peut-être qu'il n'y avait que 100 000 enfants qui étaient pris en charge avec des produits spécialisés. Selon l'UNICEF, l'année dernière, il y en a eu 9 millions. Et ces progrès ont été notamment grâce à la décentralisation des soins qui a été permis par le RUTF, ce qu'on appelle le Plum Peanut. Malheureusement, c'est un sujet où il y a peu de recherches qui sont faites. Et donc, c'est bien que Epicent et MSF puissent en faire quelques-unes. Donc aujourd'hui, on va traiter de deux sujets. Le premier, c'est le kwashiorkor, une forme de malnutrition qui est encore méconnue, puisqu'on n'en connaît pas vraiment l'étiologie. Et donc on va faire deux études il va y avoir deux présentations sur ce sujet. Et l'autre, c'est sur les protocoles de soins. En fait, les protocoles de prise en charge de la malnutrition étaient effectués dans les années 90 par des médecins très dévoués. Certains ont dévoué leur vie en fait, à la prise en charge de la malnutrition, mais ont été faits que sur la base d'expériences cliniques, avec peu d'évidence pour, des fois, informer ces protocoles de soins, ce qui, des fois, donnait lieu à des controverses. Et donc, il y a une des études qui sera sur ce sujet. Sur ce, I'm going to switch in English. Je vais passer la parole à Elisabeth sans plus attendre. Bonjour, je m'appelle Liz Ledger, je suis l'une des référentes pédiatriques pour MSF France et j'ai le grand plaisir de vous présenter cette première étude qui nous amène à revenir sur cette question. Ces enfants malnutris sont très sensibles au remplissage et c'est vrai que les réhydrater, ça peut être néfaste, délétère pour eux, mais justement cette étude nous montre comment des questions sur le terrain et puis le manque de preuves aussi et la collaboration entre MSF et les plateformes intersectionnelles et universités extérieures peut produire un essai clinique de grande qualité avec des résultats très intéressants. Donc, je voudrais vous présenter Roisin Connon, statisticienne à l'unité des essais cliniques du MRC de l'University College London, ainsi que Kemi Ogundipe, qui est l'une de mes collègues, conseillère pédiatrique pour Médecins sans frontières Belgique, et sans plus attendre, je leur passe la parole pour nous parler de cette étude, l'étude GastroSam. Merci beaucoup. C'est vraiment super de pouvoir vous parler de cette étude. Mais avant de démarrer, on voudrait vous dire que cette étude, elle va faire l'objet d'une publication dans un article la semaine prochaine. Donc, s'il vous plaît, ne publiez pas ces résultats. Hein, ne divulgachez pas nos résultats parce qu'on voudrait vraiment que ça apparaisse pour la première fois dans le cadre de cet article. Réhydratation de ces enfants souffrant de masse et déshydratés. Et donc, ça, c'est les vomissements, la déshydratation. On le voit souvent chez ces enfants souffrant de masse. Et très souvent, on n'a pas de bons résultats. Ils sont très déshydratés. Beaucoup vont décéder. On a jusqu'à 21% de mortalité. Et donc, cette étude, elle porte sur la réhydratation. On a souvent pensé que ces enfants avec gastro et déshydratation, puisqu'ils étaient tellement vulnérables qu'on ne pouvait pas utiliser les électrolytes et que ces fluides par intraveineuse allaient provoquer une défaillance cardiaque et qu'on allait avoir un déséquilibre électroliquide en les réhydratant. Et très souvent, ces enfants vont très mal et donc ça
rend la prise en charge très compliquée. Et donc, on a été toujours très conservateur dans la prise en charge et différent de ce qu'on fait pour les enfants qui sont pas malnutris. Et on a une restriction de ces fluides par IV. Donc, on utilise plutôt les solutions de réhydratation orale, les ORS. On a peur d'avoir un déséquilibre électrolytique et c'est ce qu'on voit dans les recommandations chez ces enfants souffrant de MAS. Et du coup, on a eu le Résomal, qui est une solution de réhydratation chez les enfants, une solution hyposodée qui est devenue la solution standard pour éviter les problèmes électrolytiques. C'est hyposodé, il y a une ferme teneur en potassium. Alors, cette étude GastroSam dont on vous parle aujourd'hui, elle s'intéresse justement à ce problème. Comment est-ce qu'on peut les réhydrater au mieux, ces enfants MAS? On a déjà réuni des données sur la fonction cardiaque et on s'est demandé si on pouvait les traiter par réhydratation intraveineuse sans problème et si les solutions ORS qu'on évitait pouvaient être également administrées sans risque. Et donc, on voulait comparer l'ORS par rapport au Résomal. Est-ce que ça permettait de réduire les événements adverses, améliorer la récupération de ces enfants et les réhydrater efficacement? Alors, l'étude, nous avons recruté des enfants avec MAS et diarrhée, âgés de 6 mois à 12 ans, avec une déshydratation sévère à modérée. Et pour ceux qui étaient sévèrement déshydratés, on les a affectés à la strate A, et avec un bras témoin, qui est le système classique de traitement, avec un bolus. S'ils présentent un choc, et en blanc, c'est ce qu'on leur donne après le traitement pour choc, ou s'ils ne présentent pas de choc. Il y a deux stratégies qu'on appelle libérales, où on leur donne une réhydratation par IV, et l'un est le Pencil pour ce qu'on donne aux enfants qui n'ont pas de masse. Et notre principale comparaison, c'est de comparer cela, les témoins, aux bras témoins. Puis, on a randomisé entre les deux types d'ORS, Résomal ou ORS standard, et on a inclus à la fois des enfants sévères et déshydratés. Premier résultat, on a une mortalité à 96 heures. Et pour l'ORS, on a regardé la modification du sodium à 24 heures. La taille de l'échantillon devait nous donner une puissance de 80% en supposant qu'on ait une mortalité de 58% dans le bras témoin et une baisse relative de 30% dans les bras qu'on a appelés libéraux, et donc plus de 90% de puissance pour détecter 3 millimoles de sodium. Et là, vous voyez nos sites à Kilifi, au Kenya, à Mbale et Troti en Ouganda, et puis les deux sites MSF, Magaria et Maiduguri. Nous avons recruté 415 enfants, 272 déshydratés sévères, 143 avec un peu de déshydratation. Donc les 415 ont été inclus dans l'étude comparative Résomal-ORS, et donc on va vous présenter les résultats de cette comparaison. Ça, c'est le recrutement. On a démarré en 2019. Et puis, évidemment, il y a eu la pandémie de Covid, et donc on a eu un arrêt du recrutement. Le recrutement a repris, mais très doucement, jusqu'à ce que MSF rejoigne l'étude. Et vraiment, en 2023, début 2024, on a réussi à boucler le recrutement et à être quasiment à la cible. Alors, pour vous donner un peu les caractéristiques des enfants,
Et on va comparer des enfants qui sont traités façon OMS par rapport à ceux qui sont dans les bras qu'on a appelés libéraux de l'étude. Voilà certains éléments qui sont peut-être intéressants à signaler. Le premier, c'est que c'est une population dans cette étude qui est relativement jeune, un âge médian de 13 mois, donc la plupart au moins de 2 ans. On voit aussi qu'ils sont très malades. On a des problèmes circulatoires, un pouls très faible, hypotension, un remplissage capillaire qui pose problème, etc. Tachycardie, il y a aussi un déséquilibre électrolytique, le sodium est très bas, on le voit ici, donc une hyponatrémie assez marquée. La prise en charge clinique pendant cette étude, on a eu une très bonne compliance ou adhérence au protocole, c'est-à-dire que les enfants qui avaient besoin d'être réhydratés par intraveineuse l'ont eu. Ont eu ce traitement. On a eu à peu près 10% des patients qui ont présenté un choc à l'admission et qui ont été traités selon les bras de l'étude, comme on vous l'a montré. Et ils ont eu un bolus ou un fluide intraveineux en fonction du protocole. Autre point intéressant pour le bras MAS OMS, où normalement on ne donne pas de fluide IV à l'entrée, on en a 13% qui ont reçu des fluides intraveineux dans un délai de 24 heures parce qu'ils ont présenté un choc au bout de quelques heures ou parce qu'il y avait d'autres événements adverses qu'il fallait traiter par fluide intraveineux. Et dans le groupe MAS OMS, on a eu beaucoup plus de patients qui ont besoin de tubes nasogastriques par rapport à ce qu'on a vu dans les bras, dans le bras libéral de l'étude. Alors, on passe maintenant aux résultats primaires, c'est-à-dire réhydratation libérale versus standard. Nous avons suivi le principe de l'intention de traiter. Cette mortalité totale était de 7%. Vous voyez le nombre de morts dans les deux bras avec un odds ratio de avec un intervalle de confiance assez large. On a vu que la stratégie libérale était supérieure et pas de différence n'ont été mises en évidence en raison d'une mortalité plus faible que prévu. La puissance de détection était relativement faible et à 28 jours, nous avons eu une mortalité globale de 11% et là, pas de différence significative entre les bras. Et on vous présente sur ce graphique la mortalité à 28 jours. Alors, les résultats nous montrent aussi ce qui se passe au niveau de l'œdème pulmonaire et la défaillance cardiaque. Et ça, c'était deux gros soucis et la raison pour laquelle les anciennes recommandations étaient si restrictives. Et en fait, on n'a pas de signes rapportés d'œdème pulmonaire ou de signes de défaillance cardiaque dans les bras de l'étude. On s'est penché sur les autres événements adverses sévères et on n'a pas vu de différence dans leur fréquence entre les bras, ce qui veut dire qu'on n'a pas une augmentation de ces événements adverses sévères dans aucun des bras. L'équilibre électrolytique pour les enfants très déshydratés, on a une évolution du sodium et potassium, surtout à 8 heures. On a une évolution plus rapide du sodium chez les enfants traités par intraveineuse, mais au bout de 24 heures, quand on poursuit les
réhydratation, ça se rejoint. Donc, pour s'intéresser à la partie déshydratation importante, on n'a pas de preuve de différence de mortalité à 96 heures ou à 28 jours entre les stratégies de réhydratation, mais c'est vrai que la mortalité a été bien inférieure à celle escomptée et donc ça a différé de nos hypothèses. C'est l'une des limites de l'étude, mais c'est tant mieux pour les patients. On n'a pas de différence, sans doute en raison du contexte dans lequel on a travaillé. On a un personnel qui était tout à fait dédié aux patients et on regardait activement s'il y avait des complications chez ces patients. Et donc ça demande encore de la réflexion. Les risques que nous avons recherchés, en particulier un remplissage trop important, la défaillance cardiaque, on n'a pas vu de différence entre les bras ou ce qu'on craignait évidemment, à savoir un surremplissage des patients. Alors, si on s'intéresse aux deux solutions de réhydratation, ORS et l'évolution du sodium, dans les deux bras, à 24 heures, on a une augmentation d'environ 5 millimoles de sodium et il n'y a pas de différence entre les bras. Et à 28 jours, on a une mortalité de 10%. Là encore, pas de preuve de différence. Et il n'y a pas d'autres preuves d'œdème pulmonaire ou de défaillance cardiaque dans ce groupe non plus. Donc on peut conclure que pour la côté réhydratation orale, il n'y a pas de différence mise en évidence pour le sodium à 24 heures entre les deux solutions et pas de problème de sécurité. Et d'une manière générale, si on s'intéresse aux deux parties de l'étude, on peut dire que déjà, il n'y a pas de différence de mortalité entre les groupes. On en a eu très peu. Et en tout cas, il n'y a pas de preuve que c'est délétère de donner une réhydratation par intraveineuse, ni d'utiliser d'ailleurs l'ORS standard par rapport au rhizomale chez ces enfants présentant une masse. Ces résultats sont assez importants pour savoir comment simplifier les protocoles pour prendre en charge les masses et également les enfants non masses dans nos contextes. On a vu aussi une bonne observance du protocole et ça c'est vraiment à saluer, surtout pour les équipes de MSF qui conduisaient ce genre de comparaison pour la première fois et ils ont été face aussi à une situation pas évidente, des inondations, etc., des problèmes de sécurité et on a évidemment besoin de compléter cela, mais on a déjà là quand même un ajout important à des preuves qui étaient assez limitées. Et tout cela, comme on le disait, c'est grâce à beaucoup d'acteurs qui ont été impliqués dans cette étude, les patients, leurs familles et puis toutes les équipes qui ont participé à cette étude. Thank you, Kemi and Roisin. Merci, Kemi, Roisin. Alors, on va garder les questions pour la fin, mais vraiment les soins de grande qualité, c'est ça que je retiendrai de cette présentation. Merci, Elisabeth. On va maintenant s'intéresser au diagnostic de Kwashiorkor avec un œdème bilatéral à côté. C'est une étude qualitative de Julia Scarpa, qui est une infirmière pédiatrique et qui fait une recherche postdoctorale avec l'Épicentre et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Elle a donc utilisé des méthodes mixtes et des approches participatives dans le domaine de la nutrition maternelle et infantile et analyse l'impact du changement climatique sur la santé humaine. Et je lui passe la parole. Merci beaucoup.
Cette étude nous a donc amené à essayer de comprendre les défis médicaux dans le diagnostic et le traitement de ces enfants avec l'œdème bilatéral à Godet. Déjà, je voudrais donner une petite définition de cela. C'est un signe typique du kwashiorkor, mais ça n'est pas réservé au kwashiorkor. C'est donc important de faire la différence entre l'œdème nutritionnel, les signes de kwashiorkor. On a des modifications cutanées, des protéines plasmatiques en baisse, une difficulté à traiter, une mortalité importante et un score Z relativement élevé par rapport au marasme. Et puis, ce qu'on va considérer comme un œdème non nutritionnel dû à des pathologies cardiaques, rénales ou hépatiques, c'est important de faire ce diagnostic différentiel. Alors, avant de faire cette étude quantitative, qualitative, pardon, on a eu une étude quantitative entre 2017 et 2019 au Mali et en RDC où on a montré une prévalence importante de cet œdème bilatéral ou BPE dans les hôpitaux pédiatriques MSF avec l'objectif pour cette étude de décrire les enfants avec BPE à Koutiala, Rutshuru. Les résultats ont été les suivants. La moitié de ces enfants présentaient une malnutrition aiguë, telle que mesurée par le périmètre brachial, et encore plus sur la base du score Z. Et on avait aussi la moitié qui était anémiée, hypotendue à l'admission, avec une mortalité élevée, et surtout aussi des enfants avec protéinurie. Avec cette étude, les agents de santé ont dit qu'il était difficile pour eux de faire ce diagnostic différentiel. Est-ce que c'était du kwashiorkor? Est-ce que c'était un autre type de BPE? Et c'est pour cela qu'on a démarré cette étude qualitative dont le principal motivation, c'est d'avoir plus d'éléments pour faire ce diagnostic différentiel et pour avoir des résultats qui nous permettent d'aider les agents de santé dans les contextes à ressources limitées. Alors, comment améliorer les choses? Eh bien, en travaillant avec des infirmiers locaux et internationaux ainsi que des médecins qui ont cette expérience. Donc, un objectif double pour cette étude, déjà de mieux comprendre à quoi sont confrontés les agents de santé pour le diagnostic et le traitement de BPE à Rutshuru et au Koutiala. Et deuxième objectif de cette étude, identification des principaux défis et stratégies pour améliorer les résultats cliniques. La méthode, on a donc utilisé cette approche qualitative avec ce prisme participatif. Nous avons mené 21 entretiens approfondis avec 2 discussions en focus group, avec 25 agents de santé locaux et personnels internationaux. Et on voit ici à droite les 2 principaux domaines de cette étude, le contexte socioculturel et d'un autre côté médical, et j'en parlerai pendant la discussion. Alors déjà les résultats, les agents de santé ont interprété ce BPE la plupart du temps comme étant associé au kwashiorkor, donc comme un œdème nutritionnel. La gravité perçue était élevée en raison des barrières à l'accès, le fait que ce soit cher aussi, qu'il faille utiliser un transport et qu'on avait aussi tendance à recourir aux médecines traditionnelles avant d'avoir une prise en charge allopathique, et puis qu'il n'y avait pas beaucoup d'implication des parents pendant le diagnostic. Alors ici, un verbatim, c'est une agent de santé, une femme qui dit que c'est très important d'avoir une implication de la famille pour bien comprendre l'histoire du patient, parce que il faut prendre, c'est eux qui vont prendre la décision aussi de la santé, des décisions de santé pour l'enfant. Deuxième résultat,
eh bien, cette évaluation initiale du BPE, elle est faite souvent par des assistants en nutrition et non pas par les médecins, ce qui entraîne un surdiagnostic du kwashiorkor et avec l'absence de diagnostic différentiel. Et en RDC, on s'est aperçu en particulier qu'il y avait très peu de capacités laboratoires pour confirmer le diagnostic. Et dans ce verbatim d'un participant homme, on souligne les difficultés de poser ce diagnostic du kwashiorkor et de la sévérité de l'œdème chez un enfant. Il y a aussi, et c'est ce que l'étude met en évidence, les défis thérapeutiques avec des patients qui arrivent et qui sont déjà trop malades parce qu'il y a eu des retards, des mauvais diagnostics, et ce genre de patients très souvent présentent des complications, sepsis, instabilité métabolique, défaillance viscérale. Et on a aussi pas mal de confusion dans les recommandations émises au moment de la sortie de l'hôpital. Par exemple, des conseils qui sont contradictoires sur l'utilisation des aliments thérapeutiques en combinaison ou pas avec l'alimentation du foyer. Et il y a des différences d'un pays à l'autre, mais aussi d'une équipe à l'autre. Alors, les recommandations des agents de santé en notre direction, et ça c'est ressorti des discussions en groupe à la fois avec les équipes du Mali et de RDC, ils mettent l'accent sur la prévention, la standardisation, le personnel, la formation et la recherche. En termes de prévention, il est important de renforcer l'éducation à la santé et d'impliquer la communauté pour que les enfants n'arrivent pas trop tard à l'hôpital. La standardisation, les agents de santé estiment que pour le côté diagnostic, ce serait bien d'avoir des protocoles unifiés, également des modèles de recueil d'anamnèse. Pour le personnel et la formation, on a besoin de davantage de personnel qualifié, d'une formation au triage, d'un soutien psychologique. Et enfin, le dernier volet évoqué par les agents de santé, la recherche. Pour eux, le kwashiorkor fait l'objet de trop peu de recherche et qu'il faudra en savoir d'après eux davantage sur la physiopathologie et sur les traitements sur mesure. Les recommandations, puisque on a, même pour les recommandations, maintenu cette approche participative et donc ça fait l'objet de discussions avec les équipes de recherche et les référents MSF et les opérations. Et donc 5 recommandations sont ressorties de tout cela. Premièrement, tous les enfants présentant des signes de malnutrition et d'œdème bilatéral à godet doivent être démarrés sous traitement nutritionnel immédiatement. Il est important d'exclure les autres comorbidités, donc ça c'est le diagnostic différentiel. Troisièmement, ce serait bien que ces patients BPE soient proches des postes infirmiers pour que l'on puisse suivre les signes vitaux toutes les 3 heures, si le contexte le permet. Quatrième recommandation, c'est l'implication des communautés et les cliniques mobiles pour sensibiliser les parents et les patients sur le BPE. Et enfin, il faut que le traitement soit adapté absolument à l'état de l'enfant et au contexte. Donc, pour conclure, cette approche multifactorielle de prise en charge du PPE est essentielle et les agents de santé, ils sont vraiment doivent être au centre de la stratégie de réponse. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire en termes de recherche pour mieux comprendre le kwashiorkor. Et ce qui est ressorti directement de notre recherche, c'est qu'il est important de faire l'analyse de la perspective à la fois de la communauté et des soignants pour mieux comprendre le contexte socioculturel et pour avoir des interventions qui soient plus pertinentes en fonction du contexte afin de prévenir et de traiter cet œdème bilatéral à godet. Alors ça, on n'a pas pu
le faire parce que pendant la pandémie de Covid, c'est vrai qu'on a dû faire beaucoup d'entretiens à distance. Alors, on a une publication dans le Global Public Health Journal. Et pour terminer, je voudrais remercier tous les participants de l'étude. Sans eux, rien n'aurait été possible. Les équipes MSF en RDC au Mali, les équipes d'épicentre au siège et également au siège de MSF, ainsi que l'Université de Leeds et les ministères de la Santé de RDC et du Mali. Merci, Julia. On va essayer à présent d'inclure ces outils de diagnostic et ne pas se contenter de faire seulement le périmètre brachial, mais de regarder aussi le BPE. Et on va maintenant passer la parole à l'orateur suivant. Alors, on a parlé du traitement, on a parlé de diagnostic. On va maintenant s'intéresser au pourquoi. Comme on le sait, on traite la malnutrition sur le terrain. Le kwashiorkor, c'est l'un de nos plus gros défis. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve face au kwashiorkor, à cette maladie qui va affecter plusieurs organes? Eh bien, on ne sait pas, c'est encore un mystère. On en voit beaucoup dans certains contextes, beaucoup moins dans d'autres. Est-ce que c'est dû à des carences nutritionnelles? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux? Alors justement, on va en apprendre plus avec cette prochaine présentation, mieux comprendre le kwashiorkor. Et le docteur Brian Gonzalez est un professeur associé de nutrition à l'université à Belgique et est également chercheur principal à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et il va donc nous parler de ce sujet. Thank you to all of you for still being here, and especially thanks to those who are still awake. Merci beaucoup à ceux d'entre vous qui êtes encore réveillés. Je sais qu'il se fait tard. C'est ma première journée scientifique, donc merci à Epicentre de m'avoir fait venir à Paris. J'espère avoir bien prononcé le mot Paris. Julia nous a déjà parlé du kwashiorkor, se caractérise en général par un œdème bilatéral en godet. C'est censé être le gold standard. Mais comment on différencie cela par rapport à d'autres causes de cet œdème bilatéral en godet et comment est-ce qu'on procède à un diagnostic différentiel? La question principale qui se pose, c'est qu'est-ce qui cause, quelle est la cause, quelle est la physiopathologie du kwashiorkor? Comment est-ce que le kwashiorkor se développe chez un enfant et quelle est cette trajectoire par rapport au développement d'un marasme qui est un autre type de malnutrition aiguë sévère. Certaines hypothèses ont été posées sur l'étiologie du kwashiorkor, notamment des régimes à faible teneur protéique, mais les études plus récentes n'étaient pas alignées là-dessus. D'autres études démontraient que le fait de donner des protéines ne suffisait pas pour traiter tous les enfants atteints de kwashiorkor. Donc il y a certes beaucoup d'incohérences, beaucoup d'incertitudes sur les hypothèses présentées ici et aucune étude épidémiologique à grande échelle qui conforte ces hypothèses. Donc le kwashiorkor demeure ce qu'on peut appeler une énigme. Le kwashiorkor reste très mystérieux. Donc pour démystifier tout cela, on a étudié les processus biocellulaires, on s'est servi de technologies de laboratoire très avancées, des techniques qu'on utilise maintenant en biologie moléculaire. Quand on dit biologie moléculaire, ça veut dire qu'on va très profondément étudier les processus biologiques, ce qui se passe, les processus à l'œuvre, et on démarre sur les gènes, l'ADN, la transcription en ARN. Vous savez tout des gènes maintenant.
Donc l'ARN est exprimé et puis il y a production de protéines, albumine, CSP, etc. Quand les protéines interagissent, notamment les enzymes, ça produit des petites molécules qu'on appelle métabolites. Comme la caféine, c'est un métabolite. Le glucose aussi est un métabolite. Donc, quand on étudie la biologie moléculaire et la biologie des systèmes systémiques, généralement, on procède par gène ou groupe de gènes par groupe de gènes, lipides, protéines, etc. Mais maintenant, la technologie a tellement progressé qu'on peut analyser beaucoup de ces molécules en même temps. On peut séquencer l'intégralité du génome, ça ne coûte pas si cher, on peut analyser des centaines de protéines, des milliers de métabolites si on le veut. Et quand on fait cette analyse d'un très grand nombre de protéines et de métaboliques, on appelle ça omique, l'omique. Donc vous avez beaucoup de noms, de termes qui se terminent en omique, la génomique, la transcriptomique, la protéomique. Il y a un immeuble qui existe avec omics parce qu'ils font de la biologie moléculaire, protéomique, lipidomique, métabolomique. Mais le problème, quand on analyse de très nombreuses protéines ou gènes en même temps, c'est un problème statistique. Quand on fait des études, on a beaucoup d'observations, beaucoup de participants et quelques variables. 1000 enfants, 20 pronostics ou 20 variables. Alors que dans la génomique, on étudie des milliers de variables et on a seulement un petit nombre de participants. Dans cette étude, 180 participants contre plus de 4000 variables. Donc ça devient un problème statistique. Et nos systèmes très sophistiqués ne fonctionnent plus. Et voilà pourquoi il faut entrer dans l'apprentissage machine, le monde du big data et de l'informatique avancée et des techniques de réduction de la dimension du set de données, du jeu de données. On essaie de comprendre un très grand nombre de protéines en utilisant un petit nombre de variables. Imaginez que chacune de ces pastilles est une protéine ou un métabolite. On va les regrouper en groupes reliés entre eux et on les appelle des variables latentes. Si vous connaissez l'analyse des composants, l'analyse factorielle des composants, on représente un groupe de protéines ou de métabolites en utilisant une seule variable, la LV, la variable latente. Et on en utilise beaucoup pour représenter les différentes voies métaboliques qui se produisent dans l'organisme. Ça peut se traduire par de l'immunité, inflammation, croissance osseuse, des tas de choses. Donc, on utilise ces variables latentes dans nos statistiques. Et voilà comment représenter nos données. On a le odds ratio, on a le log négatif et la valeur P. Ne me demandez pas pourquoi on complique les choses comme ça. Et toutes ces variables latentes au-dessus de la ligne médiane sont celles qui sont importantes, au-dessus de 0,05. Ce sont les voies et les processus importants. Et là, on fait des inférences au niveau des voies métaboliques et pas au niveau de chaque protéine. Plus vous faites de tests, plus vous avez de faux positifs, bien sûr. Donc, voilà la stratégie qu'on a utilisée dans cette étude. Cette étude dont je parle, c'est celle-ci, grâce au Fonds pour l'innovation de MSF. C'est une étude visant à comprendre l'étiologie et la physiopathologie du kwashiorkor. Ça, c'était moi quand j'étais encore jeune et beau au Niger. Je dis ça aux gens et ils me disent tout de suite « Oh, n'aie pas peur, Brian, tu es encore jeune. » Mais ils ne disent pas « Tu es encore beau. » Alors, la conception de l'étude, on a réalisé cette étude à Madarumfa, au Niger. On a recruté des enfants souffrant de kwashiorkor, 20 avec des œdèmes bilatéraux engodés de grade plus, de grade plus et plus, respectivement. Et on les a comparés en fonction de la tranche d'âge, du sexe et de la gravité à l'admission. On a inclus des enfants âgés de 6 à 59 mois
diagnostiqués avec une masse ou diagnostiqués comme dénutris, et il fallait qu'ils viennent d'être admis dans l'hôpital, pas venir d'un autre service. C'était que des admissions directes. On a exclu les enfants dont on ne pouvait pas tirer 2 millilitres de sang, parce que bien sûr, il fallait faire des prises de sang, et ceux chez lesquels on ne peut pas faire cette prise de sang, c'est les cas les plus sévères, et on veut préserver leur sécurité. Mais comme on voulait analyser beaucoup de métabolites, il fallait s'assurer de pouvoir recueillir des échantillons sanguins chez ces enfants avant de leur donner des antibiotiques ou des médicaments contre le palu. Mais on s'est surtout efforcé d'exclure les enfants qui souffraient d'œdème bilatéral sévère, mais pas d'origine nutritionnelle. Pour ça, on procédait à un test urinaire et on exclut ceux qui avaient de l'urine ou des protéines ou du sang dans leur urine. Donc, il ne restait que les cas de kwashiorkor. Donc, on a classé les enfants par âge, par sexe. On a fait ce triage. La majorité des enfants étaient divers, non urgents. Et on les a recrutés beaucoup dans les services de soins ambulatoires. Donc, on a fait des prises de sang chez ces enfants le jour où ils étaient admis ou le jour où ils sont arrivés au centre de traitement ambulatoire, et puis lorsqu'ils sortaient du traitement et après une réhabilitation nutritionnelle pour ceux qui souffraient de masse. Et pour les enfants qui n'étaient pas dénutris, on a fait cette analyse de sang à leur entrée et lorsqu'ils ont quitté l'hôpital ou quand ils revenaient aux soins ambulatoires. Et on a réalisé toutes ces technologies que vous comprenez très bien maintenant, ces technologies très avancées de laboratoire. Donc là, c'est pour vous rappeler qu'on fait des analyses au niveau des voies et des processus moléculaires qui doivent être différents chez les cas de kwashiorkor et les cas non kwashiorkor. Ça doit être associé à un degré de sévérité des œdèmes. Et si c'est élevé par rapport à la ligne de départ, il faut qu'on ait monté à la fin de l'étude pour découvrir les voies spécifiques du kwashiorkor. Donc, on a réalisé toutes ces études en omique. Je ne vais évoquer que celles qui ont rempli les 3 critères. Donc, pour la protéomique, on a analysé 500 protéines avec 9 clusters de protéines, variables latentes et différentes chez le kwashiorkor ou le marasme, et ça a baissé après la réhabilitation nutritionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est la variable latente 7? On a utilisé les protéines dans ce groupe, dans ce cluster, lumicane, gelsoline, tétranectine. Ce sont des protéines extracellulaires qui forment les couches de collagène, ces protéines qui se trouvent dans les interstices de la peau, celles qui sont dans les ganglions, qui forment les ganglions. Et puis, si vous voyez un point fort, ça veut dire qu'un point noir, ça veut dire que toutes ces protéines se trouvent là. On les trouve systématiquement dans le corps, mais c'est du collagène. Si on les trouvait dans le sang, ça veut dire qu'elles se décomposent. Et ça, quand la matrice extracellulaire se dégrade, ça traduit une inflammation sévère. Cette étude a été réalisée au Niger, mais on a réalisé une même étude au Kenya et au Malawi. On a découvert la même signature protéique de dégradation des protéines extracellulaires. Pour les lipides, les variables latentes, une est associée au kwashiorkor, la LV5, elle est plus faible pour le kwashiorkor et elle est plus faible par rapport à la ligne de référence. Là, les sphingolipides, ceux qui entourent la membrane cellulaire ou les cellules nerveuses, par exemple, et ce sont aussi des modulateurs de l'inflammation. Donc, quand on réunit toutes ces données, on voit que la matrice extracellulaire et les sphingolipides sont associés à ces œdèmes
bilatéraux engodés à l'inflammation, mais ça ne nous suffit pas. Des observations nous montrent que l'inflammation peut aussi entrer dans le tableau de la pathophysiologie du kwashiorkor. Donc, le kwashiorkor, selon notre étude, est associé à un remodelage de la matrice extracellulaire et à un dérèglement du métabolisme sphingolipidique qui peut indiquer qu'on est en présence d'un syndrome inflammatoire. À partir de là, on peut se demander, peut-être ça ne suffit pas de leur donner des protéines, on peut aussi leur administrer un traitement anti-inflammatoire. Je ne dis pas que c'est la solution magique, mais en tout cas, ça vaut la peine d'explorer cette solution, peut-être ajouter davantage d'agents anti-inflammatoires dans le RTUF ou leur administrer plus de zinc ou de sélénium. On peut utiliser les marqueurs pour suivre l'inflammation chez les enfants. Beaucoup d'enfants qui sortent de l'hôpital meurent dans les 6 mois suivant leur retour à la maison. Ou si on trouve ça utile, on pourrait faire un test de diagnostic rapide. Et voilà les protéines ou les lipides qui seraient des bons candidats pour un test de diagnostic rapide. Et voilà, je tiens à remercier bien sûr tous les parents, les enfants qui ont participé à cette étude, remercier le Fonds pour l'innovation de MSF, MSF Niger, bien que je leur ai donné des mots de tête, et merci à vous tous. Thank you so much, Brian, for that really Un entertaining grand talk merci, and Brian, explaining it so pour cette clearly. belle présentation et si claire pour un sujet complexe. La discussion est très importante. Le lien entre un métabolisme déréglé et l'inflammation. Avant qu'on pose la première question, d'où vient cet état inflammatoire, à ton avis? Est-ce que c'est une infection? Est-ce que ça vient des dents, de la peau? Une infection à ce niveau-là? C'est une question intéressante que notre étude n'a pas couvert. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs environnementaux. Les enfants soumis à une malnutrition sévère vivent dans des régions où il peut y avoir des problèmes de disponibilité de l'eau pour l'hygiène, pour se laver. Mais il y a aussi certaines indications qui nous montrent qu'un enfant peut se présenter dans notre centre de santé avec un kwashiorkor, on les traite et ils rechutent et ils reviennent, ils ont encore un kwashiorkor. Même chose pour les enfants atteints de marasme. Des collègues en Jamaïque ont comparé le taux de natalité des enfants qui développent le kwashiorkor ou le marasme. Oh non, le poids à la naissance, Donc il peut y avoir une composante génétique. Si vous tous étiez dénutris, certains d'entre vous, en fonction de leur poids à la naissance, peut-être développeraient un marasme ou un kwashiorkor. C'est encore une voie de recherche passionnante pour l'avenir. Thank you. So, Kate Alberti from WHO Global Task Force on Merci Color Control. beaucoup. This is more a comment than a Je travaille question pour l'OMS, un about the commentaire GastroSam study. pour l'étude And I just wanted to GastroSam. say thank you. C'est surtout pour remercier les Working in the auteurs de cette cholera world, we étude. get a lot of children. This was raised Dans le by one monde of our du colleagues in choléra, DRC during the il y a cholera session. beaucoup You get d'enfants children with severe acute qui malnutrition and souffrent de cholera, and we malnutrition have been aiguë sévère severely et de limited choléra. in the way that we can Or, nous sommes très rehydrate. limités pour ce Those qui est on de la the cholera side of the réhydratation. equation are always concerned about the fluid loss On and the rate s'inquiète of fluid toujours loss. de la perte et du taux de And on the perte other side, de they have fluide, de built-in liquide dans le corps. constraints, I Et d'un would autre say, côté, il y a des contraintes about how quickly we can quant à rehydrate la children rapidité because avec of the laquelle on peut safety réhydrater concerns ces enfants, around, parce que cardiac function on of s'inquiète pour d'une défaillance cardiaque ou autre. Donc, je suis ravie de voir ces résultats. Ça ajoute une pièce à notre puzzle. Et les sondes nasogastriques, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas ce que vous recherchiez, mais plus le protocole est simple, je reviens de l'Angola, on a des centres de traitement. Il y a sans doute des enfants mal nourris qui souffrent de malnutrition chronique.
Mais on avait trop de patients pour notre nombre de lits. On était débordés. Donc, plus les protocoles sont simples, mieux c'est. Et vous contribuez à cette simplification. Et si on pouvait adapter le même protocole pour tout le monde, ça simplifierait la vie de nos personnels débordés, de nos soignants débordés. Et plus le suivi est bien fait, plus le pronostic va être bon. Mais la question des sondes nasogastriques est très intéressante, car on comprend que les personnels soignants ne savent pas souvent les utiliser. Ils ne sont pas expérimentés, ils sont plus familiarisés avec les injections intraveineuses que les sondes nasogastriques. Donc c'est davantage un commentaire qu'une question. Mais en tout cas, cet aspect de votre travail peut nous aider dans le traitement du choléra, peut éclairer, nous éclairer dans nos pratiques. Kemi, did you want to say anything in reply? Kemi, tu veux ajouter quelque chose? Oui, merci d'avoir dit ça. Je suis ravie que vous travaillez aussi pour l'OMS et ça ouvre ainsi un débat sur ce sujet. On s'inquiète en effet beaucoup de la tolérance, de la sécurité et c'est excellent de mieux comprendre ce qui est sûr et bien toléré par les enfants. Et on peut pousser pour avoir un débat sur la simplification de ces protocoles. Une autre question en ligne de Manu Berben, conseillère nutritionnelle chez MSF France. Les nouvelles recommandations pédiatriques de MSF recommandent l'opposé. Les enfants reçoivent une solution hypertonique, une solution ringée, 15 millilitres par kilo. Mais le choc hypovolémique n'est plus traité sur les contextes, n'a plus à être traité sur les contextes où on applique ce nouveau protocole. Donc la question sur les solutions hypertoniques et la modification des recommandations pédiatriques. Je ne vais pas trop entrer dans le détail des recommandations et des protocoles pédiatriques, mais d'abord, ce ne sont pas des solutions hypertoniques, le lactate ringère hypotonique, mais ce qu'on donne pour les fluides, le bras libéral avait du plan C sur plus de 8 heures, administré sur plus de 8 heures. Quand vous regardez les recommandations actuelles, si on évalue et traite 20 millilitres par kilo toutes les 24 heures jusqu'à la fin du traitement. Et là, on ne donnait pas de bolus aux enfants, même s'ils étaient en choc, en état de choc, et il n'y avait pas de différence au niveau de la mortalité. Donc, ce n'est pas un bolus qui permet d'administrer le fluide plus vite. On peut leur donner une intraveineuse sans pour autant accroître le taux de mortalité. We have a question from Serge Enougui for Julia. On a une question de Serge Enougui de Julia qui concerne la participation de la population locale, de la communauté. Qu'en est-il d'une collaboration avec les tradipraticiens, les praticiens traditionnels, les guérisseurs? Merci pour cette question. On l'a évoqué, on en a parlé avec quelques participants de l'étude. C'est toujours complexe de traiter de parler de la médecine traditionnelle contre les soins biomédicaux standards. D'après ce qu'on a découvert à l'occasion d'études précédentes, bon, là encore, c'est très controversé, mais le rôle des tradipraticiens, on peut s'en servir pour permettre une meilleure connexion de la communauté avec les aspects plus biomédicaux, relier, faire un pont. Et ça peut être utile parce que ça permet aux gens de mieux comprendre les problèmes qui se posent chez leurs malades et on peut parler avec eux de ce qui peut être pertinent en fonction du contexte. Two quick questions here. First, for the GastroSam study,
Question rapide. L'étude GastroSam, le niveau d'hyponutrémie était très élevé. C'était très intéressant. Et l'hypocolémie, niveau élevé, un taux élevé aussi. Qu'en est-il? Hypocolémie. Hypocalémie, pardon. La semaine prochaine, on va publier davantage de détails, et on avait beaucoup de cas d'hypocalémie et on n'a pas vu beaucoup de différences par rapport à la correction sodique. Une question portant sur la première étude, le suivi par des personnels soignants infirmiers dans les deux groupes. Avez-vous appliqué des modes de surveillance différentes pour contrôler les signes vitaux? La fréquence du contrôle des signes vitaux était prédite dans un protocole, collecte d'échantillons pour le labo. Donc, on suivait simplement le protocole pour tous les enfants randomisés dans les deux bras. Mais c'était un monitoring, une surveillance standard. Merci Brian pour ta présentation très intéressante et pour nous avoir expliqué l'OMIC. La malnutrition sévère aiguë, on la trouve surtout parmi les populations les plus pauvres. Donc, la métabolomique, protéomique, etc. Et vous nous dites qu'on pourrait s'en servir pour dépister la malnutrition aiguë sévère. C'est bien cela. Mais combien ça coûterait d'appliquer toutes ces techniques omiques, sachant que ça se passe dans des pays pauvres, et de quel type d'infrastructure avons-nous besoin pour mettre en place ce dépistage de la malnutrition aiguë sévère par ces techniques omiques, et quelle est la spécificité ou la sensibilité, étant donné que les protomiques, les métabolomiques ne sont pas spécifiques d'une manifestation pathologique particulière, d'une maladie particulière. Donc, que recommandez-vous pour le dépistage sur la base de ces techniques? Merci. Les coûts, comme moi, ces choses coûtent très cher. Ces techniques. Mais chez MSF, on s'intéresse à la détection précoce, et les omiques dont on parle là, ça nous aide à comprendre la pathophysiologie. C'est pas faire de l'omique pour faire un diagnostic précoce. Mais grâce à ces techniques omiques, on peut identifier deux protéines et on peut avancer. C'est pas nécessaire de passer par tout l'éventail omique pour poser un diagnostic. Il y a beaucoup de structures en Afrique qui sont équipées pour des labos où on fait de la recherche sur les omiques. Mais ce n'est pas quelque chose auquel j'aurais recours dans le cadre d'une étude ou d'une enquête. Bon, eh bien, je crois qu'il faut nous en tenir là. Mais après, vous aurez l'occasion de parler à tous nos présentateurs, que je remercie. Oui, c'est très triste, l'univers de la malnutrition. Tous les jours, on entend parler de crises très aiguës de malnutrition et de coupes drastiques dans les budgets. C'est vraiment à pleurer. Donc, ça fait du bien d'entendre qu'on peut améliorer les diagnostics, mieux comprendre les causes. C'est au moins des bonnes nouvelles dans ce monde à pleurer. Et merci au public pour vos questions.